Bonjour messieurs, bonjour. Pierre Caïto, directeur chez Lazare, Mama Alassandia, donc managing partner de AFIC. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui et merci de partager votre expertise. Ravi. Donc peut-être une question donc, pour tous les deux, enfin vous qui analysez donc l'économie mondiale. Comme tous les États, donc comme pour tous les États, la question donc, de la dette souveraine et structurelle est récurrente. Enfin la question de la dette souveraine et structurelle est récurrente. Et quelles solutions pourraient être mises en place donc, sur le continent africain pour les gérer de manière soutenable? Alors, c'est une question importante, effectivement. La question de la dette souveraine, elle est critique dans beaucoup d'endroits. Pourquoi? Parce qu'on a eu une phase de taux d'intérêt extrêmement bas après la grande crise financière, qui a conduit des États, à juste titre d'ailleurs, pour une part, à lever de la dette pour financer des capacités productives. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Et on a eu deux grandes crises. La crise du Covid, suivi de la crise de la guerre en Ukraine, qui ont été deux chocs pour les économies mondiales et aussi pour les économies africaines. Donc les économies africaines sont davantage touchées, pour beaucoup d'entre elles, par ce type de phénomène. Donc quelles sont les solutions pour sortir d'une crise de dette ou d'une situation de dette un peu tendue? La première, c'est évidemment d'augmenter les impôts lorsque le niveau de taxation sur PIB est faible, ce qui est le cas en Afrique en général. Donc il y a la marge d'augmentation d'impôts. La deuxième, c'est gérer les dépenses de la manière la plus efficace. La troisième, c'est probablement de financer des dépenses productives de manière déconsolidée, lorsque c'est possible, sur les projets, etc. Et ensuite, enfin, c'est gérer la dette, faire des opérations de gestion de passifs qui permettent de reprofiler la dette et éventuellement de réduire la dette lorsqu'elle est trop importante. Merci beaucoup Pierre. Et donc question à vous deux maintenant, selon vous, donc, quel rôle les agences de notation jouent-elles dans cette problématique? Alors, les agences de notation, elles jouent un rôle qui est tout simple, c'est qu'elles donnent leur point de vue sur ce qu'elles pensent être le risque de défaut d'un émetteur de dette, que ce soit une entreprise ou un État. En l'occurrence, il faut réaliser qu'il y a beaucoup de débats en Afrique, notamment les chefs d'État africains, sur les questions de détresse financière des États. Donc c'est assez normal que les agents de notation, au fond, aient un point de vue à peu près similaire sur le fait que la dette est préoccupante dans beaucoup de pays. Donc je crois que ce n'est pas un sujet majeur à mes yeux, c'est probablement une distraction en fait de parler des agents de notation de ce point de vue-là. Le sujet n'est pas tellement le regard de tel ou tel sur la dette. Le sujet, il est de trouver les solutions pour gérer d'une manière satisfaisante des dettes qui sont de plus en plus lourdes, avec des fardeaux de plus en plus importants. Un retour, Alassane? Oui, peut-être juste rajouter un mot. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Pierre sur les agences de notation. Alors, il est indéniable qu'il peut y avoir un biais de perception par-ci, par-là. C'est possible. Moi, un exemple qui me frappe toujours, c'est que la note souveraine, par exemple, en Afrique, va impacter une entreprise qui se comporte très bien, qui a de bons fondamentaux solides, une entreprise dans le privé. Donc il y a des choses qui sont discutables à la marge, je ne dis pas l'inverse. Ceci étant, je pense que le plus important, c'est ce qui a été dit, c'est travailler sur ces fondamentaux solides. Ça reste un thermomètre, c'est important. Mais le plus important, c'est de travailler sur les remèdes pour essayer de trouver des solutions structurelles. Et je pense que c'est possible, en fait. Non, mais je voudrais juste... ce qu'a dit Alassane est très vrai. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est à mes yeux pas de contester le rating, etc., ou le fait qu'il y a un biais systématique, c'est de s'interroger sur ce qu'on appelle les plafonds des ratings. Lorsque un État est dans une situation difficile, le plafond du rating va être extrêmement bas, ce qui fait qu'aucune entreprise ne va pouvoir être notée au-dessus. Or, on a maintenant un certain nombre d'exemples d'États qui ont fait défaut, alors que des entreprises n'ont pas fait défaut. Et donc là, il y a un vrai sujet sur la porosité du plafond que mettent les agents de notation. Sans éclairage, donc j'ai un petit souci. Micro, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Avec le changement mis en place pour régler la problématique du surendettement, pour évoquer la question donc, du debt swap. Alors, il y a des solutions qui sont là. Hein. Il y en a une qui nous semble intéressante, c'est la conversion de dette, ce qu'on appelle en anglais un peu le debt swap. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit finalement de prendre une dette existante, d'essayer de la refinancer par une dette moins chère, avec un système de garantie
d'une contrepartie, que ça peut être un État ou parfois d'autres structures qui sont mieux notées. Donc ça permet de dégager des économies. Et l'idée, c'est d'utiliser ces économies-là pour pouvoir financer des projets dans l'environnement, dans l'agriculture et autres. Lazare le fait très bien d'ailleurs parce qu'ils ont de l'expérience là-dessus, notamment au Gabon où ça a été fait, notamment sur la mer, je crois, ce qu'on appelle des films bleus. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, il y a un sujet moi, que je trouve assez intéressant qu'il faut creuser pour l'Afrique, c'est le sujet des crédits carbone également. Je crois qu'au niveau de la COP27, on parlait de à peu près 300 millions de crédits carbone par an pour l'Afrique. Si on évalue ça, c'est quoi? Quelque chose comme 6 milliards de revenus quand même d'ici 2030. Je pense que c'est une manne financière aussi qu'il faut exploiter. Alors on connaît les problèmes, les problèmes d'un peu de régulation, mais aussi de prix. Je donne un exemple. En Afrique, le crédit carbone est évalué à, je crois, c'est $10, un truc comme ça. Là où en Europe, ça va être le même à $70. Aux États-Unis, c'est à $40. Donc tous ces problèmes-là sont là, on les connaît. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un gisement à exploiter parce que 6 milliards de dollars pour nos économies, c'est pas neutre et ça peut être utilisé pour financer également le climat. Exactement. Et sur le dernier point, je pense qu'il faut vraiment compter sur les banques multilatérales de développement qui sont des institutions très crédibles, qui ont du staff, etc. pour aider les pays à produire des crédits carbone de qualité que ces banques seraient capables éventuellement de vendre sur le marché secondaire, puisqu'elles sont mieux placées que les États pour vendre sur le marché secondaire. Et donc, le cas échéant, ça pourrait permettre à des États qui sont endettés vis-à-vis de ces institutions de développement de repayer la dette en dollars sous la forme de crédit carbone qui aurait été dûment certifié par ces institutions. Très clair. Merci beaucoup Pierre. Et donc une autre question pour vous Pierre. Donc vous êtes une entité centenaire et des relais locaux, partenaires dans ces nouvelles approches de financement et de développement. Alors nous, effectivement, on est là depuis plus de 100 ans. Enfin, pas moi, mais d'autres. Mais effectivement, on est très conscient du fait que on opère dans des pays dans lesquels il y a des structures politiques, sociologiques, économiques, culturelles qui sont différentes, dans lesquelles on doit arriver à convaincre nos partenaires, nos clients, et qu'au fond, la meilleure manière de le faire, c'est de s'associer à des gens compétents qui sont sur place. Donc c'est ce qu'on fait effectivement. Oh, c'est ça. Bon, après moi, c'est dans mon ADN. Je suis un enfant du Créa École et notre truc, c'était la BUP. La banque universelle de proximité. Donc j'ai grandi là-dedans et je crois fondamentalement à cette valeur de proximité, notamment dans le conseil, parce que la base du conseil, c'est comprendre les besoins, ça a été dit, économiques, socio-économiques, sociologiques, enfin tout ce qu'on veut des clients. Et plus on est proche, plus on a aussi la chance de le faire. Donc du coup, c'est une complémentarité, une addition en fait d'intelligence qu'on met au service aussi des économies africaines. Et donc un partenariat qui se renforce donc pour répondre à toutes les problématiques évoquées pendant cette interview. Merci à vous Pierre Alassane d'avoir répondu à ces questions. Merci Christophe. Merci beaucoup, ciao.